Le but de cette courte vidéo est de démontrer l'expression suivante pour le tenseur énergie-impulsion d'un fluide parfait. Dans cette expression, ρ est la densité d'énergie du fluide, ce qui bien sûr inclut la masse, en particulier pour un fluide non relativiste, ρ est essentiellement la densité de masse, et P est la pression du fluide. On va démontrer cette expression dans le cas d'un gaz non relativiste et aussi dans le cas d'un gaz ultra-relativiste. Et c'est vrai dans les deux cas. Donc, quelle est la définition du tenseur énergie-impulsion? Celle qu'on a employée dans les chapitres précédents est celle-ci, où on a un ensemble discret de particules, chacune avec une masse m alpha, et on intègre le long de la ligne d'univers de la particule le produit ici des composantes et des quadrivitesses. Donc ça, c'est la définition qu'on a tirée du chapitre 3, où elle intervient naturellement dans le principe de la moindre action. Donc on va ici faire ce qu'on a déjà fait une fois, donc on va intégrer sur le temps propre en se servant de cette formule générale pour l'intégrale d'une fonction delta quand l'argument de la fonction delta n'est pas simple en fonction de la variable d'intégration. Donc ici, on va intégrer sur taux, si on prend une seule particule par exemple, alors que dans la fonction delta, on a le temps qui intervient de manière simple, mais taux intervient de manière plus compliquée. Mais ce que ça fait, c'est nous faire sortir ici un facteur qui correspond à la dérivée excusez-moi, du temps par rapport au temps propre. Et la dérivée du temps par rapport au temps propre, c'est la composante U0 de la quadrivitesse. Donc c'est pour ça qu'on peut réécrire cette formule comme ceci. J'ai fait l'intégrale et j'ai fait sortir ce facteur à l'extérieur de l'intégrale. Et je vais en plus ici poser que le temps auquel cette quantité est évaluée est en fait donné par, c'est un temps commun à toutes les particules, mais tel que la fonction temps de la ligne d'univers de la particule alpha évaluée au temps propre taux alpha soit égal au temps commun à toutes les particules. Donc, essentiellement, chaque particule a sa propre valeur du temps propre, mais toutes ces valeurs différentes de temps propre doivent être telles que le temps coordonné est le même pour toutes les particules, parce que cette quantité est évaluée à une valeur du temps coordonné. Bon, c'est un petit détail mathématique en passant. Et donc, si je traduis cette formule en utilisant la quadri-impulsion au lieu d'utiliser la quadri-vitesse avec cette définition, eh bien, j'obtiens cette expression ici qui peut être un point de départ pour les calculs ultérieurs. On peut aussi définir un quadrivecteur densité et densité de courant à l'aide de cette définition. Donc c'est une expression semblable à celle du tenseur énergie-impulsion, sauf pour le fait qu'il y a une seule puissance de la quadrivitesse ici au lieu de deux, un seul facteur, donc ça rend les choses encore plus simples. On procède à la même intégration sur le temps propre qu'avant, et on obtient un facteur 1 sur U0. Ici, encore une fois, U0, c'est la composante temporelle, et on va supposer que c'est positif, donc pas besoin de mettre la valeur absolue au fond. Donc j'aurai U0 au dénominateur, et j'ai UI ici avec une fonction delta spatiale. Pour N0, donc I égale 0, bien sûr j'ai une annulation ici, et il ne me reste que ce qu'on pourrait carrément appeler la densité, c'est la densité de particules, pas la densité de masse, donc c'est le nombre de particules par unité de volume. Et pour les autres composantes, donc N alpha, j'aurai ce rapport UI sur U0, mais sachant que la quadrivitesse contient toujours dans sa partie spatiale un facteur U0, autrement dit, le rapport UA sur U0 est égal à la composante en A de la vitesse. Donc, c'est ça, j'ai une expression qui fait penser maintenant à la densité de courant, parce que j'ai la densité fois la vitesse, enfin particule par particule. D'accord. Donc ça va être utile un peu plus tard. Prochaine étape, qu'est-ce qu'un fluide parfait? Un fluide parfait, comme un gaz parfait, c'est un ensemble de particules qui n'interagissent pas, faiblement entre elles. Donc, elles interagissent entre elles assez pour qu'elles puissent subir des collisions qui vont permettre à l'ergodicité de s'installer, et donc à pouvoir remplacer des moyennes
des moyennes dans le temps par des moyennes de population, bref, à appliquer la mécanique statistique. Donc il y a un équilibre thermique qui se produit à cause des collisions, mais elles ne sont pas assez fréquentes, ces collisions, pour affecter l'énergie des particules. C'est comme si on négligeait l'énergie potentielle interparticule et on se concentrait uniquement sur l'énergie cinétique. Donc c'est ça un fluide parfait. On va se permettre donc de remplacer les quantités instantanées par des moyennes et on va prendre la limite continue, c'est-à-dire considérer ces moyennes comme étant des données qui donc varient de manière continue d'un endroit à l'autre. En fait, comme le fluide est homogène, ces moyennes vont être constantes, uniformes, c'est-à-dire. Donc, par exemple, si on prend la composante T00, donc on revient un peu en arrière, on avait cette expression ici, on met I égale 0 égale J. On aurait donc ici l'énergie au carré divisé par l'énergie, ça nous donne essentiellement l'énergie ici, avec la densité correspondante. Donc en prenant la valeur moyenne de cette quantité, on obtient simplement la densité d'énergie du système, qui, encore une fois, contient la densité de masse en passant. Donc voilà, on vient de démontrer cette composante de l'expression. On peut aussi supposer qu'on se met dans le référentiel du fluide. Donc, le fluide va avoir une espèce de vitesse moyenne. On se met dans le référentiel du fluide. Et si on changeait de référentiel à partir de ce référentiel-là, eh bien, il y aurait bien sûr des composantes mixtes qui pourraient être générées. Donc, des composantes où I égale 0, J est égal à 1, 2 ou 3. Donc, ces composantes mixtes, elles sont nulles dans le référentiel du fluide. C'est en fait presque la définition du référentiel du fluide. Il n'y a pas de vitesse, donc il n'y a pas de raison d'avoir ces composantes non nulles. D'ailleurs, si elles étaient... Enfin, un argument de symétrie est le suivant. Si ces composantes étaient non nulles, elles auraient donc un signe. Donc, si on changeait le signe du temps, ça reviendrait à inverser la direction du mouvement des particules. Donc ce serait l'invariance, c'est la symétrie d'invariance ou d'inversion du temps qu'on appelle. Donc si on changeait le signe du temps, on inverserait le mouvement des particules, mais vu qu'on a supposé qu'on était dans le référentiel du gaz, que les particules aient dans un sens individuellement ou dans l'autre sens, en moyenne, elles n'ont pas de vitesse, donc ça ne changerait rien en principe. Cependant, si on inversait le signe du temps, il faudrait que cette composante change de signe lors d'une transformation, lors d'un changement de coordonnées. Donc, c'est forcément que cette composante est nulle. En plus de ça, aucune direction dans l'espace, x, y ou z, n'est privilégiée, donc le système est isotrope. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, si on s'attarde justement maintenant aux composantes spatiales du tenseur énergie-impulsion, eh bien, certaines quantités dans cette grande moyenne vont être décorrélées. On va aussi premièrement supposer qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'espace et la vitesse. Ce qui veut dire qu'on pourrait séparer notre valeur moyenne comme ceci. Donc, en plus, pour ce qui est de la moyenne des vitesses ou des quantités de mouvement, on va supposer, donc, en fait, cette isotropie fait qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la moyenne en X et la moyenne en Y ou en Z. Ce sont des moyennes séparées. En fait, le fait qu'une particule en moyenne... autrement dit, disons-le autrement, la composante en X de la quantité de mouvement n'est pas influencée ou corrélée par la composante en Y. Tout ça est le fruit du hasard. Ce qui fait que si A est différent de B, par exemple, la moyenne du produit de ces deux composantes qui sont différentes serait simplement le produit des moyennes. Et chaque moyenne serait zéro séparément, parce que la particule a autant de chances d'aller dans une direction que dans l'autre, ce qui fait que si A est différent de B, cette moyenne est nulle. Si A n'est pas différent de B, à ce moment-là, bien sûr, ça revient à dire qu'on prend la moyenne du carré de la composante de la quantité de mouvement, et cette moyenne du carré de la composante en X, par exemple, est la même que la moyenne du carré de la composante en Y ou la composante en Z. Bref, on peut sommer ces moyennes et diviser par 3, et on aurait que cette moyenne ici est simplement un tiers de la moyenne du carré de la quantité de mouvement. Donc, ça nous permet de passer de cette expression à celle-ci, où j'ai essentiellement donc, mis à zéro les composantes hors diagonale, donc j'ai un delta AB ici, et j'ai le fameux 1 tiers ici qui se retrouve ici, et sinon j'ai le carré de la quantité de mouvement. Donc ça, c'est l'expression pour
un fluide parfait, et c'est tout à fait général, ça ne suppose pas que le fluide est relativiste ou non relativiste ou quoi que ce soit. Bon, spécialisons maintenant au cas d'un fluide non relativiste. Donc on va simplement, dans ce cas-ci, je vais me permettre de remplacer l'énergie de la particule alpha par sa masse. Essentiellement, je néglige l'énergie cinétique par rapport à l'énergie de masse. C'est ce que ça veut dire non relativiste. Donc, ici, je vais simplement diviser par 2 et multiplier par 2. Donc, je vais avoir 2 tiers. J'ai P alpha carré sur 2m parce que E alpha, c'est la masse. Je vais supposer que toutes les particules ont la même masse. C'est un peu plus simple. C'est pas nécessaire, en fait. Bon. Et donc, j'aurai ici cette expression que je vais encore une fois découpler, c'est-à-dire que j'ai une moyenne d'un produit d'une quantité de mouvement par quelque chose qui dépend de la position. Je présume que position et vitesse ne sont pas corrélées, donc je vais simplement factoriser comme ceci. Et donc la moyenne de P carré, ce serait, bon, je vais me servir simplement du principe, vu que P carré sur 2m est égal à l'énergie cinétique, ce serait l'énergie associée à chacun des degrés de liberté. Je vais me servir du principe d'équipartition ici, en mécanique statistique. Donc, chacune des composantes de P carré sur 2m, donc chacune des contributions à l'énergie cinétique non relativiste, va avoir une valeur moyenne égale à 1/2 kBT. Donc, je vais sortir un 1/2 kBT pour ça. J'aurai 3/2 kBT parce que j'ai 3 composantes. Et donc, j'aurai un 3/2 kBT qui va annuler le 2 tiers. Donc, j'aurai simplement un kBT qui va sortir ici. Delta AB. Et ça ici, c'est rien d'autre que la densité de particules. Donc, c'est N0. OK. Et justement, qu'est-ce que c'est que la loi des gaz parfaits? La loi des gaz parfaits me dit que la pression est égale à kBT fois la densité. Enfin, je peux écrire ça comme P est égal à, ou PV est égal à NKBT, si vous préférez, avec le volume ici et le nombre de particules. Mais je divise par le volume et j'obtiens ici N sur V qui est la densité. Donc, je peux écrire cette relation. Et donc, c'est ce que j'ai ici. J'ai KBT N0, donc c'est la pression. Donc, ça a démontré les 3 autres composantes ici. On a argumenté en faveur du fait que le reste est 0. Et donc, on a démontré la formule de départ pour un gaz non relativiste. Maintenant, on va passer à un gaz ultra-relativiste. Donc, la différence, c'est que dans un gaz ultra-relativiste, l'énergie est donnée par la grandeur de la quantité de mouvement. Autrement dit, P carré est égal à E carré, comme ceci. Donc, je retourne à cette formule que j'avais ici, et je remplace E alpha par P alpha au carré. Et donc, je remplace E alpha par P alpha. J'avais P carré, alors, excusez-moi, je reprends. J'avais P carré ici qui devient E alpha au carré, donc j'ai simplement cette expression maintenant qui demeure, et encore une fois je fais la factorisation entre ce qui est vitesse, ce qui est position, et donc j'aurai la valeur moyenne ici de, enfin c'est rien d'autre, je n'ai même pas besoin de faire ça, c'est simplement la valeur moyenne de l'énergie telle qu'on l'a calculée avant, ou définie avant, donc j'aurai simplement 1/3 de la densité d'énergie fois delta alpha bêta. Ce qui me donne cette expression maintenant. Donc, ce qui me reste à montrer, c'est que la pression de ce gaz est donnée par 1/3 de la densité. Et si je démontre ça, à ce moment-là, j'ai encore une fois démontré la même formule que celle-ci. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer que la pression d'un gaz ultra-relativiste est égale à 1/3 de la densité? On le fait à partir de la fonction de partition. Donc, j'ai ici une expression de la fonction de partition, j'ai sommé sur les quantités de mouvement, donc on prend l'approximation du continuum, donc la somme sur les différentes quantités de mouvement possibles, donc les états possibles, ici, est remplacée par un volume fois une intégrale sur les quantités de mouvement. C'est comme ça qu'on fait intervenir le volume en physique stat. Et donc j'aurai volume, donc fois cette intégrale. Cette intégrale, je peux la faire facilement en coordonnées sphériques. Donc je passe en coordonnées sphériques, j'intègre sur les angles, j'obtiens 4π. Et j'aurai la mesure d'intégration avec la coordonnée radiale dans l'espace des quantités de mouvement. J'intègre de 0 à l'infini. Ce truc-là, ça se fait très bien. En fait, on peut le faire
de manière élémentaire en dérivant sous le signe d'intégration par rapport à bêta, mais enfin, bref, le résultat n'est pas complexe, c'est ceci. Okay. Donc, à partir de cette expression de z, on obtient l'énergie, bien sûr, en prenant la dérivée de z par rapport à bêta et en divisant par z, comme ceci. Donc, dérivé par rapport à bêta, ça me fait sortir un facteur moins 3, à cause de la loi de puissance ici. Donc, j'aurai en fait 3 sur bêta, donc 3 fois la température. La pression, elle. La pression, c'est la dérivée de l'énergie libre d'Helmholtz par rapport au volume, avec un signe moins, encore une fois, où l'énergie d'Helmholtz est donnée par cette relation, c'est 1 sur bêta, moins 1 sur bêta fois le log de la fonction de partition. Donc, pression dans ce cas-ci serait donnée par 1 sur bêta, 1 sur z, dz, dv. Z dépend comment du volume, comme ceci, 8pi sur bêta cube, je divise par bêta, et bref, ça me donne une expression très simple en fonction de bêta et du volume, parce que j'ai divisé par z, bien sûr, le fait de diviser par z, pour être compensé, requiert que je dois ici diviser par le volume. Ok, donc j'ai cette expression pour la pression, et j'ai cette expression pour l'énergie. Donc, la pression serait 1/3 de l'énergie, donc 1 sur bêta fois le volume, non, divisé par le volume, pardon, comme ça. Et l'énergie par le volume, c'est la densité de l'énergie, bien sûr, donc j'aurais 1/3 de ρ. Voilà, donc j'ai terminé cette démonstration qui me permet de réécrire cette quantité exactement sous la même forme que celle-ci. Petit commentaire en dernier, un gaz ultra-relativiste, bien sûr, c'est un gaz de photons, mais c'est un gaz de toute particule dont l'énergie est très grande par rapport à la masse, donc ici on fait abstraction des statistiques Bose versus Fermi, on est dans le domaine classique, bien sûr, on ne parle pas de gaz dégénéré, donc que ce soit des photons ou des électrons très rapides, c'est la même chose. Voilà, merci de